Voilà. Donc vous êtes en Master 2, c'est ça? C'est ça, voilà, pour le mémoire d'architecture. J'ai préparé quelques petites questions, donc il y en a peut-être qui ne vont pas vous concerner parce que c'est un questionnaire général. D'accord. J'essaye d'avoir un point de vue assez global. Et c'est pour votre mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quelle est votre fonction actuelle et qu'est-ce qui vous a amené à cela? Est-ce que vous êtes réorienté Moi, ma fonction actuelle, c'est que je suis à la base retraité, mais comme tous les architectes, je suis retraité partiellement. Donc, je suis aujourd'hui, j'ai un statut de retraité, mais j'enseigne beaucoup à l'école supérieure des professions immobilières, à l'EIVT et puis à Cergy, mobilité transport à Cergy. Et sinon, en droit de l'urbanisme, politique de l'aménagement et puis et gestion administrative des projets. C'est ça que je fais à l'EIVT. Et comme parcours, vous avez fait architecture? Alors, comme parcours, j'ai fait centre de recherche d'urbanisme, comme chargé d'études et enseignant. J'ai enseigné, en fait, j'ai précédé Dominique Burst à son poste d'enseignant. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'ai fait là-bas en première, deuxième année, à Paris-la-Seine à l'époque. Et puis ensuite, je suis rentré à l'école des ponts. En même temps, j'étais à l'école des ponts comme directeur adjoint d'enseignement. Et puis, j'ai restructuré le IVP. Après, je suis rentré à la ville de Paris et j'ai fait des projets J'ai beaucoup travaillé sur les usages dans l'espace public, aussi bien dans les espaces verts qu'à la direction de la voirie et des déplacements. Et puis, depuis que je suis soi-disant à la retraite, outre mes activités d'enseignement, j'ai participé à des concours avec Dominique sur un concours en tant que candidat. Ah, d'accord. Et oui, je vais vous en parler aussi en interne. En tant que candidat, donc j'ai participé avec Dominique, les deux d'ailleurs, avec des équipes différentes. Un concours sur un programme pour une voirie de 2 km dans le centre-ville de Courbevoie. Et puis on était candidat aussi au site Grand Paris Tour Eiffel. C'était plus pour le fun parce que il y avait 42 équipes composées chacune de 15 personnes obligatoirement selon le cahier des charges. Et donc, voilà. Sinon, à l'intérieur de la ville, bien sûr, j'ai été amené à regarder les candidatures, j'ai pas mal d'appels à projets et puis également de rédiger des cahiers des charges à toutes les échelles du MPA jusqu'au grand projet. Du coup, vous avez participé à plusieurs jurys de concours. Pas participer directement au jury de concours parce que la ville de Paris c'est un peu compliqué, mais j'ai été associé à leur préparation et puis j'ai eu à regarder des épreuves pour faire des préparations préalables au jury. Voilà. Et c'était quel type de concours en termes d'ampleur et beaucoup d'espace public. Espace public. Et puis j'étais aussi dans toutes les phases de préparation des programmes. Ah oui. Et de préparation des programmes et puis concertation. J'ai une petite spécialité dans le domaine de la concertation. C'est-à-dire concertation préalable pour la définition des programmes, mais avant ou après jury, parce que ça c'est un peu... Donc vous passez un petit peu avant avant les concours, et puis après dans les premières phases de concertation, une fois les opérateurs désignés. Parce que de toute façon, il y a quand même une réflexion sur les préalables internes, préalablement au concours eux-mêmes.
Qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours comme type de document? Ça c'est variable. Parce que si vous avez dans un concours des financiers, ils vont regarder le coût assez vite. Oui. Nous, on a fait dans les règlements, pour élaborer le rapport d'attribution, on a beaucoup travaillé sur la question du rapport entre la qualité parce que ce que j'appelle moi le mieux disant, mais comment on établit les critères. Est-ce que les critères, on les établit par rapport purement à la question financière ou par rapport à la question de la qualité du rendu, de la dynamique que ça peut générer, etc. En général, dans la partie concours, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont consacrées à la qualité, le bien-être produit, la qualité architecturale, etc. etc. La question financière est en général traitée de façon un petit peu moins prégnante quand même. Contrairement à des marchés très techniques et opérationnels où la question financière, comme on a affaire à des gens tous qualifiés, pareil, enfin je veux dire, quand on a un bureau d'études qui fonctionne, il est aussi bon qu'un bureau d'études qui ne fonctionne pas, mais là on n'est pas dans la question des concours. Dans les concours, il y a plusieurs formes d'ailleurs de concours parce que nous on a été pour le Grand Prix Tour Eiffel sélectionnés sur le dossier. Une fois qu'on est sélectionné sur le dossier, après il y a une phase j'ai oublié c'est un contrat de performance. Vous connaissez? Non, pas du tout. Alors, en gros, on s'engage à avoir. En gros, c'est une procédure que vous pouvez trouver détaillée dans la MIC. Vous connaissez la MIC, la mission interministérielle Ah oui, de la il qualité m'en a parlé. des J'ai concours. contacté Denis Langlard, qui était aussi un de mes enseignants, mais j'ai pas eu de réponse, donc j'essaie de le trouver à l'école. D'accord. Alors la mission interministérielle sur la qualité des constructions publiques vous présente l'ensemble des processus et non, c'est un appel d'offres, un marché compétitif. Merde, j'ai oublié le terme exact. En gros, on sélectionne 4 équipes et ces 4 équipes, on discute avec elles selon une codification très précise pour éviter le favoritisme, parce que l'administration a un contact direct avec les équipes. Et chacune des équipes réfléchit et rencontre l'administration qui lui la re-questionne sur les esquisses présentées à chaque occasion. Et ce type de marché c'est une autre forme de concours que je trouve aussi un petit peu difficile, parce que quand on est du côté de la maîtrise d'ouvrage, on se dit il a quand même une bonne idée, mais si je la soumettais à l'autre qui a une idée complémentaire, ça ferait un super projet. Sauf qu'on n'a pas le droit de le faire. Et on doit rester chacun garde ses idées rigoureux et chacun va garder son idée. Alors ça, c'est une forme de marché. Faut que je la retrouve parce que j'ai oublié le nom. Performance. Non. Alors attendez, marché public, type. Je suis désolé, j'ai un trou complet et. J'en avais jamais entendu parler. Type de procédure, là on va y arriver.
procédure de marché public. Alors, donc, procédure de marché public, négocier sans mise en concurrence, marché, procédure adaptable, ça c'est le MAPA, la procédure formalisée, dialogue compétitif. Voilà. Et donc, il y a tous les types de marchés qui donnent lieu ou pas à concours, quoi. Donc, il y a les appels d'offres, il y a les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints, les procédures concurrentielles, les procédures négociées avec mise en concurrence préalable et les dialogues compétitifs. Voilà. Oui, il y a quand même plusieurs... Il y a plusieurs types et en tant que maître d'ouvrage, c'est la question que vous posez, on utilise tous ces types de procédures. Et donc, si je reviens justement pour regarder, pour être sûr de ne pas dire de conneries sur la procédure de concours, alors vous avez vu que dans le cadre de la loi Elan, les maîtres d'ouvrage ne sont plus obligés de faire des concours. De mettre en concurrence. De mettre en concurrence, si. Encore que non, pas forcément, mais même pas de faire des concours. C'est-à-dire qu'on peut... Alors il paraît que l'architecte est toujours présent, mais ils vont choisir des copains, quoi. Donc il n'y aura pas forcément d'innovation dans la production du patrimoine bâti. Procédure de concours de maîtrise d'œuvre. Alors vous avez le concours de maîtrise d'œuvre de la MIC. Hein. Si vous regardez le site internet, c'est la mission interministérielle. C'est le site, et puis on le trouve facilement. Je vais ouvrir par... Alors c'est des fiches techniques comme celle-là qui sont très bien. Hein. Donc ils vous disent, dans le cadre de la commande publique, le concours, les dispositions particulières, décider une opération après approbation du pré-programme. Excusez-moi, j'attendais. Allô? Ben non, ça va. Hein? Non, mais j'étais... Enfin, là, je suis avec quelqu'un qui va m'attendre de 5 minutes, il n'y a pas de souci. Et je suis... À un bon moment, parce que hier, tu m'as appelé. J'étais en conseil de discipline. Alors, j'ai pas pu te répondre. Oui. Ouais. Bah oui, pour... Ben ouais, mais tu vois, ils trichent aux examens. Alors après, ils sont rattrapés par la patrouille parce que, en plus, et donc, à 26 ans, c'est un peu dur, quoi. Alors, oui, c'est ce qu'il a dit lui-même, d'ailleurs. Du coup, il a une deuxième chance. Mais enfin, il a paumé une année, quand même. Mais bon, il a une deuxième chance. Mais, ouais, il a dit que c'est une idée à la con qui lui était... Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais c'est ce que je résume, qui lui était passé, voilà. Et voilà. Donc, bon, ça va. Il s'en sort pas si mal. Voilà. Bon, et sinon, non, il m'appelait pour... Ouais. Il. D'accord. Pourquoi? Parce ils veulent pas. Ah bon? Ouais, d'accord. D'accord, ça marche. Ok. Bon, t'as vu la photo que je t'ai envoyée? Ben, il est là, si tu veux, je te le passe 2 secondes.
Bah oui, parce que j'avais un rendez-vous après. Alors, je te passe 2 secondes. Voilà. Ok, allez. Là, ça se passe les 4 vous êtes un peu en famille. Vous connaissez tous? Bah, c'est ma fille et c'est son frère qui est là-bas. Alors. Donc, mais comme j'avais du mal à la joindre, c'est pour ça que je lui ai dit bah, appelle-moi. Oh, pas de soucis. Bon, allez, écoute. Une bise comme ça. Exactement. C'est sympa ici. Ouais. Vous connaissez un peu le quartier? Pas du tout. Du coup, c'est une occasion de découvrir. Ouais, moi j'ai habité dans le coin pendant pas mal de temps aussi. Et donc le montage du concours, donc les obligations, vous les connaissez parce que sur la procédure, c'est vachement bien expliqué. Eh ben, sur je le vais aller site de regarder, l'AMI. c'est sur le site. Ouais, c'est Bah, ça. je vais regarder ça. Si vous voulez, je peux même vous envoyer le lien. C'est ça. Comment je fais pour envoyer un lien par contre? Alors, est-ce qu'on peut regarder? Alors, une fois que c'est ouvert. Je ne l'ai pas ouvert pour l'instant. Alors, oui, c'est ça. Ah, il veut pas le partager. Non, à mon avis, il faut que Ah, je le... si, envoyer. Et après, vous choisissez allez-y, donc, par email. oui. Puis bah, vous mettez l'adresse, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Voilà, bon, il l'avait en mémoire. Je l'envoie et voilà. Voilà. Donc si je vais le garder sous les yeux par contre, après approbation du pré-programme, donc c'est là-dessus que moi j'ai travaillé assez souvent, élaborer le programme, arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, donc ça c'est obligatoire, et on conserve. Ça c'est un préalable. C'est-à-dire qu'on lance le concours une fois qu'on a une vision un petit peu plus précise de ce qu'on peut faire. Parce que le problème d'un maître d'ouvrage, dont j'ai fait partie, c'est que des fois on a une idée, juste une idée, mais qui n'est pas très formalisée, pas très concrète, etc. Et du coup, Il faut la détailler un peu il avant faut de... quand même arriver à la détailler. Alors après, les obligations en matière de publicité, ça c'est formel. Il faut mettre en place une publicité la plus large possible et selon le niveau financier, faire en sorte qu'elle soit à l'échelle nationale, mais c'est très rare. En général, c'est les concours européens ou internationaux beaucoup plus larges. Et ça a été d'ailleurs le cas pour le projet Tour Eiffel, parce que pour le coup, il y a eu des équipes constituées de japonais, etc. Donc ça, c'est en fonction aussi de la volonté du maître d'ouvrage. Il y a les obligations légales qui sont de faire au-delà d'un certain montant des concours internationaux et après la volonté du maître d'ouvrage d'aller encore beaucoup plus loin en sollicitant des équipes mixtes. Alors, après, les maîtres d'ouvrage mentionnés en premier lieu, les autres maîtres d'ouvrage, parce qu'on peut être dans une procédure où on a un maître d'ouvrage délégué qui associe plusieurs maîtres d'ouvrage pour réaliser une opération. Ensuite, les publicités complémentaires, les rubriques essentielles de la vie du concours. Bon, bah là, c'est l'objet. Qu'est-ce qu'on veut faire? La mission à confier à l'attributeur du marché. Bah, après, il faut savoir si on lui donne une mission de conception ou une mission globale avec travaux, réalisation et bilan. Et puis les compétences requises et la forme des groupements. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, par exemple, pour le grand projet Tour Eiffel, on avait une obligation d'avoir au moins un architecte et un paysagiste. Dans l'équipe? Dans l'équipe. Et on avait 13 autres personnes composées de bureaux d'études, de spécialisés dans tel et tel domaine, de SPS,
pour la sécurité, et puis aussi dans le cas précis, une boîte spécialisée dans la programmation et aussi une boîte spécialisée dans la protection des sites en prévision des attaques terroristes. C'est une loi de 2011 qui, suite aux périodes troublées aux attentats, a rendu obligatoire pour les grands sites touristiques l'intervention d'un spécialiste dans ce domaine pour la protection. Des grosses équipes en fait. Ouais, bah c'est comme ça qu'on arrive à 15 personnes. Et donc ça c'est en fonction aussi de la nature du concours. Et ça c'est selon l'intérêt du maître d'ouvrage. Donc la composition du jury, alors qu'il faut prévoir d'entrée, le dossier de candidature, les délais, les critères de sélection, c'est ce que je vous ai dit, mais de façon très sommaire, parce que les sélections des candidats, on peut les faire sur plein de critères, y compris financiers bien sûr, en coût prévisionnel, mais on peut les faire aussi par rapport à la notoriété de l'équipe, à ses références, etc. Donc on peut mixer cet ensemble de choses et ça nécessite aussi pas mal de préparation. Absolument. Mais tout ça, il faut le déterminer à l'avance. La prime versée aux participants, les prestations demandées, c'est-à-dire qu'en général, dans le cahier des charges, on vous demande éventuellement une esquisse ou une perspective, des réunions de concertation, tout ça c'est hyper détaillé. Et puis le délai de remise du projet, l'organisation d'un échange, questions-réponses, alors ça on peut en prévoir un seul, ou dans le cadre d'un dialogue compétitif, là c'est très formalisé, il y a 2 ou 3 réunions et on doit faire la même chose, la même durée, avec la même composition des gens qui répondent à chaque fois. D'ailleurs, ils doivent retrouver 4 fois la même chose. C'est un cas technique. Ensuite, le jury et la commission technique. Donc moi, j'ai fait partie de commission technique qui juge de la pertinence des solutions en matière de matériaux, de sol, et qui peuvent donner un avis aussi sur la qualité esthétique du projet. Mais c'est quand même le jury final qui décide, des fois en ne suivant pas forcément l'avis de la commission technique. C'est-à-dire que la commission technique, elle doit garantir la faisabilité technique du projet. Voilà. Et du coup, le jury, il regarde. Enfin, qu'est-ce qu'il va regarder comme le jury, à partir du moment où il sait que l'opération est faisable, techniquement, il est beaucoup plus attiré vers la représentation en matière d'abord d'esthétique, de qualité esthétique, paysagiste, etc. en fonction de la nature du projet aussi, parce que si c'est un projet qui vise à mettre en place et qui doit être l'image de la biodiversité dans la ville, ils vont pas regarder les mêmes choses que si le résultat c'est purement un bâtiment purement fonctionnel de traitement des ordures ménagères, qui peut être d'ailleurs végétalisé, mais en fonction du programme... C'est pas son but premier. En fonction du programme, si, on peut dire justement qu'il sera celui d'ici les Molinos, le centre des ordures ménagères, et il est entièrement végétal. C'est une masse végétale, donc on peut avoir ces critères-là. Et ça dépend effectivement de la nature du projet, de sa localisation, etc., de l'image qu'il doit représenter, parce que si on passe un concours, c'est pour avoir une image, globalement. Une image qui représente soit un usage particulier, soit une prise en compte particulière de la nature ou de la transition écologique. Et ça, c'est la volonté politique qui doit se traduire dans le projet.
D'accord. Donc ça, c'est ce que vous faites, c'est que vous Alors, traduisez tout ça et vous... Et donc, le Vous jury, établissez la demande, en fait. le jury, il fait des présélections par rapport à l'ensemble de ces critères-là, qui auront été prédéterminés avant, mais il y a quand même un petit peu le coup de cœur du jury aussi, sur la plus grande représentation, quoi. Et ça, il se base justement, parce que c'est sur la représentation, mais aussi les types de représentation, ils se basent sur quoi? Sur les images de synthèse, les maquettes? C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand on présente un projet, les images de synthèse sont toujours hyper importantes, parce que c'est ce qu'on va donner à voir. De toute façon, l'architecture, c'est ce qu'on va donner à voir, donc c'est l'image du projet, in fine. Même si on s'en défend en disant mais en matière d'usage, regardez, etc. Moi qui participe beaucoup à des jurys en dehors du circuit habituel, parce que je suis membre du jury des professionnels du geste d'or. Je ne sais pas si vous connaissez le geste d'or. En gros, on visite des opérations contemporaines de restauration ou de construction de bâtiments pour demain, c'est-à-dire des bâtiments à la fois innovants, éthiques, sociaux, etc. Et donc on a une liste de critères et de prix qui sont attribués différemment selon ce qui est recherché. C'est-à-dire qu'on a donné un prix, par exemple, à la Cité des électriciens à côté de Béthune, dans une ville. La Cité des électriciens, c'est en fait une traduction des corons du Nord qui ont été réhabilités. Et puis en même temps, il y a un musée des corons. Et ce musée des corons, qu'est-ce qu'on a regardé là, c'est à la fois si cette représentation témoignait bien de l'histoire des corons en elle-même. Est-ce que la trame urbaine, est-ce que la morphologie urbaine, est-ce que correspondait bien, est-ce que l'alignement des parcelles correspond bien à la trame de toutes les parcelles, etc. Et c'est ça qu'on regarde avant d'avoir le coup de cœur sur la représentation du bâtiment lui-même qui doit révéler, refléter la vie ancienne des corons. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce jury, sachant que on estime que techniquement tout était OK, puisqu'on a vérifié avant. Ça a déjà été vérifié avant. Ouais. Et même dans le choix des matériaux, il peut y avoir des choses discutées au niveau du jury par rapport à l'atteinte des objectifs environnementaux qu'on peut se fixer aussi. Et en fait, les jurys, ils sont... je veux dire, il y a les critères et puis il y a aussi ce que ça représente, quoi. Moi, j'avais vu Bordaz. Bordaz, il est mort depuis longtemps, parce que quand je l'avais rencontré, il avait déjà plus d'âge. Bordaz, c'était le président de Beaubourg du temps de sa construction. Donc il doit être mort. Ou alors il a 150 ans. Moi, je l'avais rencontré, je devais avoir 50 ans, j'étais à l'école des ponts. Non, alors moins. Oui, et donc, Bordaz, il avait écrit un bouquin, il faut donner à voir. Et c'est ça l'architecture. C'est-à-dire que Beaubourg, c'était à la fois un exploit technique à l'époque, ces structures en balance et en encordement, etc., avec des matériaux innovants, des constructions pas faciles, etc. Mais le jury, à mon avis, là, j'étais pas dedans, bien sûr, mais je pense que là, il était, c'était le reflet de la modernité, quoi, de l'époque. C'est ce qu'il recherchait, oui. Et à mon avis, c'est ça l'identité de ce bâtiment-là. C'est la modernité d'une certaine époque, fondée sur une interprétation nouvelle des modalités de construction des bâtiments. Hein, je pense que et le jury, alors moi je fais partie du jury, c'est vrai que dans mon expérience
Là, ce qui m'attire, moi, c'est l'innovation, la prise en compte des usages, les aspects environnementaux et l'économie circulaire qui fait partie aussi des critères qu'on peut mettre, qui sont à la fois des critères techniques. Donc le jury prépare des réponses à l'ensemble de ces critères techniques, mais après il y a peut-être la représentation de la traduction de cette économie circulaire dans ce qu'on peut voir dans le bâtiment. Récemment, j'ai vu une opération à côté de la Roquette où c'était une grande opération de rénovation à laquelle on a donné un prix. C'était la rénovation des façades et l'ensemble des façades existantes qui étaient constituées de laine de verre, d'une ossature métallique et puis des sortes de carrelage accrochés à cette structure métallique. On a donné un prix pour le recyclage, que tous les matériaux sont repartis dans l'économie solidaire. Tout a été réutilisé en fait. Ouais, c'est-à-dire que pour refaire un théâtre en banlieue, pour Saint-Gobain recycler la laine, etc. Donc on a retrouvé une réutilisation. Et donc c'était Vinci, je crois, la boîte de rénovation de Vinci qui disait ça nous a pas rapporté un rond, on n'a pas payé la décharge, mais ça nous a coûté cher quand même parce qu'il a fallu livrer les matériaux voilà. Il y a une contrepartie en fait. Donc la contrepartie, c'était à coût zéro par rapport à une démolition et des charges, mais par contre en matière d'économie circulaire, on a évité la perte de matériaux, redonné du boulot à des gens, etc. Donc ça peut faire partie des concours. Même si on parle de bâtiments durables, est-ce que dans un critère de concours, on peut mettre bâtiments durables et recyclables quand on travaille sur la transformation des bureaux en logement? Oui, la réversibilité. On fait un recyclage d'une certaine manière. Donc ça peut faire intégrer partie. les critères. Ouais. Voilà, donc ça c'est les critères des concours. Alors moi j'étais plus dans la définition des programmes préalables et dans les jugements techniques des projets quand j'étais à la ville de Paris. Par contre, dans les autres cas, je suis comme membre du jury au geste d'or. Alors le geste d'or c'est pareil, vous pouvez aussi noter, Alors donc le jury, juste on va finir quand même. Donc il y a les dossiers de consultation, les échanges, mais les échanges qui doivent être purement formels, hein, c'est-à-dire que dans le concours, c'est pas un dialogue participatif, hein, c'est des échanges purement formels, c'est-à-dire des précisions, etc. Et puis ensuite, le dialogue entre le jury et les participants au concours, la décision du maître d'ouvrage et l'avis de résultat du concours. Ça, c'est formel après. Voilà. Alors après, il y a l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc, il y a la remise de l'offre par le candidat. C'est la deuxième phase qui est un peu indépendante. La négociation sur le montant, etc. En cas de lauréat multiple, qu'est-ce qu'on fait? Et l'attribution de signature du marché de maîtrise d'œuvre. C'est le document que vous m'avez envoyé. Oui, c'est la mise. Je vais reprendre tout ça. Oui, là, vous avez 63 pages. Non, mais c'est intéressant, parce que là, vous avez surtout la procédure. Alors, comment je fais pour revenir? Ah, voilà. Alors, si je regarde maintenant le geste d'or, alors c'est pas des concours publics, hein, c'est des prix qui sont attribués après coup, mais on en a attribué à Chemetov, on en a attribué à Valéro Gadan, on en a attribué à Godin, à Prost, etc. Donc
on a des architectes de renom. Donc, le concours, voilà. Donc, il intéresse les équipes de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et d'entreprise sont admis au concours. Les chantiers du patrimoine bâti, de l'aménagement urbain et paysager, d'hier, d'aujourd'hui et demain. Donc là, c'est recenser, mettre en valeur l'exemplarité des opérations. Donc nous, c'est un prix, mais après l'étape. C'est pas tout à fait dans votre champ, sauf qu'on a ceux de moins de 10 ans achevés dans l'année en amont, c'est-à-dire au moment où le concours a été obtenu ou même recherché. Et à ce moment-là, on a l'avant-projet du concours. Donc on a toutes les étapes. Et puis là, les membres du jury. Donc un grand prix architecture, urbanisme et société, un grand prix métier, un grand prix architecture, innovation sociale et économique. C'est des différents critères après. Oui, ça c'est nos critères, c'est ça, c'est les critères des concours, c'est basé sur le même prix. Le Grand Prix de l'usager, le Grand Prix des éléments, donc on a de quoi faire. Et donc les collèges. Non, ça va pas être bon, je les ai pas. Alors le collège du jury, donc voilà, donc on a des architectes des PFG, on a Blanchet, Baudin Christian. Ceux que vous pouvez connaître, à mon avis, c'est Serge Bantry. Ouais. Vous connaissez pas, c'est le chef du service des architectes des ABF de Paris. Ah non, je connais. Boucher, le spécialiste français de la couleur dans le bâtiment. Quel est Patrick? Ouais. Sinon, architecte, voilà. Chauffeur et Ivard, c'est l'ancien architecte de Chambord. Donc on est aussi dans le patrimoine, bien sûr. Délégué national à l'accessibilité, directeur financier, urbaniste, maître d'ouvrage, entrepreneur, ingénieur chimiste, architecte, Goutal Michel ACMH, Hamon Emmanuel, lui c'est Verspierren, assureur du bâtiment. Là c'est moi, plutôt voilà, donc Lionel Loris qui est architecte, Mercier Pierre, expert urbaniste. Il y a beaucoup d'experts divers en fait, ouais. pour tout et des architectes en self, des monuments historiques, il y en a pas mal aussi. Et puis, voilà. Il y a aussi des menuisiers, ferronniers, charpentiers. Et puis restaurateur, géomètre, et puis anthropologue, voilà. Donc, ça fait beaucoup de monde. Oui, mais bon, dans le jury, on est 40, hein, je sais pas. Mais bon, comme ça englobe vraiment tous les aspects ouais, du projet. Oui, c'est plutôt sur cette vision plutôt participative que structurée. T'as pas pris tes déjà mon patron il a du mal à payer pour... Quel mode de représentation vous préférez et pourquoi? Est-ce que c'est plutôt les plans et les coupes, les images de synthèse, la maquette? Moi, ce que je regarde, maintenant je peux pas parler de mes jurys parce qu'on fonctionne exactement comme un jury. Moi j'aime bien qu'il y ait une image. Et effectivement, quand on fait les premières analyses, ce qui est intéressant, c'est de voir d'un seul coup la représentation. Et au travers de cette représentation, les points forts du projet. Les gifs là. Ouais. Je voulais trouver la tête d'un roman. Parce que t'as fait Cisco, mon gars. après, de toute façon, on le détermine dans le cadre du
des critères du concours. Hein. On dit qu'on veut que ce soit représenté de telle et telle manière, Ouais, etc. c'est demandé en fait. C'est demandé, ça fait partie, justement pour que tout le monde soit à égalité, ça fait partie du type de présentation qu'on demande. Moi j'aime bien une représentation unique qui est l'identité, l'image et celle qui peut faire rêver, quoi. Voilà. Et après, il y a quelques images de détail qui sont intéressantes, surtout aujourd'hui, quand on veut mettre en avant la qualité environnementale, écologique, ou en matière d'usage du bâtiment. Et donc il faut quelques représentations. Et puis globalement, j'ai pas l'impression que les membres des jurys s'intéressent beaucoup au plan détaillé, même au plan de principe, sauf en matière d'espace public où bien sûr c'est un plan. Mais sinon, tous les projets que je vois, c'est des bâtiments. Quand c'est des bâtiments, c'est plus des images 3D des bâtiments. C'est ce que vous pressentiez. C'est l'image du projet. C'est l'image du projet, son identité, le rappel à l'histoire de l'architecture éventuellement. Si c'est des bâtiments, et c'est tout ça qu'on regarde à ce moment-là. Est-ce que vous trouvez que la maquette, pour le coup, ça soit un mode de représentation important encore aujourd'hui? La maquette physique? On en voit de moins en moins. Ouais. Alors, on en voit de moins en moins parce que c'est quand même remplacé par les images en 3D. Hein. En fait, le numérique a pris le pas sur la maquette. Est-ce que j'en ai vu récemment d'ailleurs? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Pas forcément. Est-ce que pour vous c'est équivalent? Alors ça c'est dur parce que je ne m'étais pas posé la question jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on faisait avec une maquette? C'est ça la question. Quand on regardait la maquette, on se projetait, mais aujourd'hui avec une image de synthèse, on se projette aussi, parce qu'on peut même demander un petit film. Oui, on peut ça aussi. Donc, moi je pense que le numérique a chassé la maquette, honnêtement. Parce que en fait, la maquette, elle est liée au travail de la main. Ouais, mais maintenant on fait tout sur ordinateur. Moi, j'ai vu, je pense à Philippe Prost, là, quand il a présenté ces bâtiments, même les maquettes qu'il avait fait, il en a fait, mais des petites pour voir des choses, des machins, pour le détail dans la construction. Mais à l'échelle du bâtiment, en fait, elles sont numérisées. C'est une maquette numérisée, c'est-à-dire qu'on voit bien, ils rajoutent les pièces. Et je pense que, est-ce qu'on peut le regretter? Je pense pas, parce que c'est un autre mode de représentation, mais qui est lié aussi aux pratiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, on dessinait. On avait le tuteur, le kutch, le machin, le rotring, l'équivalent. Et puis on est passé à l'ordinateur. Ce que je sais, c'est que chez B Architecture, pour bosser, pour les avoir visité leurs travaux et avoir beaucoup discuté avec la patronne, B Architecture, ils sont 40, je crois. Donc c'est une grosse boîte, et Vera Matronic me disait que eux, ils avaient une méthode, ils passaient matinée, après-midi ensemble à réfléchir, à échanger des idées, et puis une fois qu'ils avaient l'idée, pour répondre au concours, hop, ils passaient au numérique. Ouais, d'abord ils faisaient à la main. Des esquisses, croquis, et ensuite ils passent au numérique. Et je pense que
plus personne ne travaille sur des maquettes. Ou alors elles viennent après, mais vraiment en Ouais. mode de représentation, et c'est Ouais. pas un travail en maquette. C'est pas un travail, c'est un non. document. C'est un document illustratif. Et moi, j'ai pas vu de demande de maquette, non. Non, il y a des concours où l'image est interdite et on demande que chacun ait une maquette blanche pour plus d'égalité. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Et c'est dans quel cadre ces concours-là? Je sais plus du tout. Parce que c'est. Alors, si c'est une maquette blanche, c'est juste des volumes. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas l'image qui est recherchée, là. Voilà, non. C'est C'est l'insertion urbaine au mieux. l'insertion, ouais. La volumétrie du projet. C'est bizarre parce qu'un projet, c'est un tout. Moi, je vois, si on représentait le bâtiment d'angle avec du carton blanc, etc., qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas. On ferait les Brisy à 45, parce que c'est un classique du 19e siècle. Donc des Brisy à 45%, les façades, les fenêtres noires, et puis ça y est, quoi. Et encore, si c'est Ça que perd du un blanc, petit peu. il n'y aurait rien d'autre. Pour la matérialité, etc. Ouais, même la couleur des matériaux a du sens, c'est-à-dire que avec ces modénatures là qu'on voit, Des défenseurs. oui, il y a des défenseurs. Est-ce que vous trouvez du coup que l'image de synthèse, qui a beaucoup évolué dernièrement, ce soit un mode de représentation important pour, Si elle est pas, alors c'est peut-être là la limite entre les deux. Si c'est celle du catalogue pour vendre la maison, D'accord. voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une représentation juste de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à se faire refiler un truc vérifique. Moi, je me souviens du concours de l'architecte qui avait gagné le projet de la Défense. L'arc de triomphe de la Défense, l'arche, la grande arche, la grande arche. C'était une représentation simple, volumétrique, c'est vrai, mais sans fioriture. Il n'y avait pas les petits nuages, il n'y avait pas tout ça, et puis il n'y avait pas des arbres qui poussaient à la hauteur du bâtiment. D'abord, il n'y en avait pas, mais c'était une représentation sobre et réaliste de l'enjeu. Et ça, je trouve que si ça se limite à la représentation sobre de la réalité du projet, oui. Si c'est pour le catalogue, pour vendre des appartements, c'est pas le même. Parce que de la fenêtre, on voit la tour Eiffel, même s'il faut monter sur 18 chaises pour arriver à la voir. Donc, la représentation la plus simple, sans fioriture, c'est-à-dire la perspective. C'est pas l'image en fait, quelque part. Quand ils nous ont présenté la place de la République, c'était... l'espace public, c'est assez différent parce qu'il y a les arbres, il y a tout Oui, il y a beaucoup plus de paramètres. il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais dans un bâtiment, à mon avis, c'est les lignes, c'est la structure, c'est la modénature, c'est tout ce qui caractérise la façade, quoi, déjà. Et puis bien sûr le rapport avec l'environnement, mais sans que celui-ci soit tellement jolivé qu'il fait disparaître le bâtiment lui-même. Mais c'est à celui qui présente le façade. Oui, c'est l'image en elle-même, c'est un outil donc. Pour vous, auprès de qui les images de synthèse sont-elles influentes? Alors là, je vais être très méchant. Auprès de ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne le prennent pas d'étudier le dossier. C'est-à-dire que moi j'ai vu plusieurs pratiques de la part d'élus ou d'autres maîtres d'ouvrage où finalement il y en a qui passent, qui regardent, etc. Mais à mon avis, pour bien juger un projet, il faut le connaître, quoi.
maîtriser le programme, traduire à partir du programme pour aller jusqu'à la représentation qu'a voulu en faire l'architecte dans sa conception. Et ça peut l'être aussi pour des personnes peut-être qui ne sont pas habituées à lire un plan et une coupe, le grand public. Oui, mais à ce moment-là, ils vont le juger sur quoi? Sur l'image. Uniquement sur l'image. Et pas sur la fonctionnalité, dans tous les aspects, usage, environnement, économie circulaire ou autre qu'on aurait décrit avant. Et donc, l'image, elle est bien, c'est un des critères, mais ça peut pas être le seul, quoi. Et donc, l'image, on va voir, c'est ce qu'on disait par rapport à l'image de synthèse, si elle est belle, de qualité, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans votre expérience des concours où vous avez senti que l'image de synthèse elle a pu être déterminante ou pas du tout? Moi, je suis sûr que dans certains cas, ça devient déterminant. Mais c'est aussi le résultat d'un choix. Par exemple, pour la Bastille, pour en avoir discuté avec ceux qui avaient participé au jury, l'idée de passer sous le métro pour atterrir à nouveau sur le canal, vous savez, il y a l'escalier qui va plonger directement sur le bassin. L'escalier? Oui. Je crois pas que je vois, non. Alors, il y a dans le projet Bastille là, qui est en cours de travaux, Ouais. je ne sais pas si on va avoir les moyens de faire tout de suite justement cet escalier. Tout le monde disait qu'il faut relier le parvis, ça fait partie de la concertation préalable, il faut relier le parvis au bassin d'Arsenal. Ça, c'est la théorie. Après, donc on fait des plans merdiques. Moi, au titre de l'association, j'avais fait un plan simple, hein, donc c'est ça, avec une bande de couleurs qui reliait la colonne de Millet au bassin. Et puis, on disait, c'est un belvédère. Mais bon, c'est un belvédère tronqué parce qu'on arrive à des grilles, on voit le métro, puis derrière, on voit le bassin. Et l'originalité du projet de ce qu'on gagnait, c'est de faire, avant justement qu'on arrive à ça, sur ce fameux parvis qui est largement dimensionné, et qui passe au-dessus du canal lui-même, à son débouché au port de la Bastille, c'est de faire juste avant un escalier qui surplomberait une partie du canal et qui aboutirait au quai, mais en donnant la vue avec une perspective sur le port. Et ça, c'est l'idée. Et la perce qui montre la colonne, le parvis et l'escalier qui descend avec la vue sur le canal, même si c'est une vue fictive, parce qu'on est nécessairement en hauteur si on veut voir la descente jusqu'au canal, ça frappe. On a la concrétisation de cette relation qui était motrice dans la relation entre la colonne, le bassin, cette cohérence donnée par l'histoire et effectivement la représentation. Si on a ça, on a tout de suite compris. On voit tout de suite le projet. On voit tout de suite l'intention majeure du projet. Puisque le reste, ça a été concerté pendant longtemps. Et donc le reste, on s'est entendu sur la largeur des voies, sur le programme en quelque sorte. Ouais, des choses très... Et la différence en espace public, c'est pareil pour la République, le fait de voir 2 tiers piétons contre 1 tiers voiture, alors qu'avant c'était l'inverse, dans les proportions, ça change complètement la perception qu'on a du projet. Donc la représentation, c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est cette image de nouveauté, d'innovation qui est le germe du projet qui se distingue des autres. L'intention. L'intention. La vision ou l'intention. Voilà. Alors après, techniquement ça marche, techniquement ça va, tout ça
C'est vérifié en C'est-à-dire avance. c'est hein. faisable. Alors après, j'ai des questions qui sont peut-être plus pour les personnes qui produisent les images, donc je vais les sauter. Alors, à quoi doit servir l'image de synthèse selon vous? Quel type d'outil c'est? Est-ce que ça s'intègre au processus de conception du projet ou est-ce que ça vient après pour seulement représenter? Moi, j'ai vu des pratiques différentes. Moi, j'ai beaucoup de copains qui travaillent de façon classique et qui font appel à des perspectivistes pour seulement représenter. pour faire la traduction de leur travail. Alors maintenant, si on regarde la production de l'architecture, est-ce que on parle de celui qui façonne à la main ces petites maquettes pour avoir ses formes, ses rapports volumétriques, etc. Et puis qui après dessine à la main, enfin je parle de la production. Et est-ce que c'est normal que celui qui travaille sur les plans pour dessiner le projet, il n'a pas la vision force du projet? C'est ça que je sais pas. À mon avis, ça devrait faire l'objet d'un processus continu. Si on a justement, ils font des images, vont pas forcément très travailler comme celles qui vont servir au moment final du projet, mais pour faire des tests, pour... Oui, mais à mon avis, ça fait partie du processus de création. Ça peut pas être indépendant. Et on peut pas avoir une vision prospectiviste après qui est différente de l'esprit de la conception. Ça doit être justement, si on traite de la qualité de la représentation, du gène du projet, de ce qu'on veut représenter, c'est pas possible de déformer ce travail, qui est un travail de production, de conception. On le détourne si on dit, bah voilà, il est prendre, quelqu'un va me faire un truc. Ça va pas. À mon avis, c'est dans la continuité. Ouais. Puisque l'intention, c'est ce qui attire le jury. Hein, on y arrive. J'ai mis du temps à y arriver parce que c'est le début de la conversation. Qu'est-ce qui vous attire le plus? On peut le voir petit à petit au fur et à mesure de tout ce qu'on s'est dit. Et ce qui attire le plus, c'est ce qui sort et qui permettra de distinguer tel projet par rapport à l'autre qui n'aura pas eu la même attention. Du coup, pour vous, est-ce qu'il y a un style qu'il faudra adopter entre le photoréalisme pur ou peut-être quelque chose de plus abstrait où il y a une idée forte qui ressort? Mais est-ce qu'il faut légiférer là-dessus ou est-ce que ça ne fait pas partie justement de la personnalité aussi du candidat? Parce que si on l'encadre dans des normes, parce que ça dépend aussi peut-être des projets. Ouais, et puis si vous l'encadrez dans des normes, parce qu'aujourd'hui, avec la loi Elan, on essaye, il y a des trucs, on essaye de s'extraire des normes. Déjà, le code de l'urbanisme a été simplifié. On travaille sur le code de la construction de l'habitat, dont l'objectif de Julien de Normandie, c'est de dire aujourd'hui, on travaille trop sur de normes et demain, on travaillera sur des objectifs. L'objectif, c'est de répondre à toutes les problématiques en cause au travers du projet sans rentrer dans les 4 cm de pente, les 3 cm comme ci, les 2 comme ça, les 5 comme ça. Donc l'objectif, c'est on supprime les normes. Parce qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à l'objectif. Voilà, parce qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à l'objectif. Et c'est la représentation de ces chemins physiques, visuels, qui compte. Par exemple, quand on va demander un permis, alors là c'est pas un concours, mais un permis d'innover avec une étude de faisabilité certifiée par un organisme expert, à partir de ce moment-là, parce qu'il faudra déposer le permis avec le certificat pour dire
on a satisfait à toutes les obligations réglementaires concernant l'accessibilité, les pompiers, la thermique, l'acoustique, le machin, etc. Donc ça, on aura un certificat. Et puis, on présentera les deux. Et après, on aura le permis ou pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, qu'est-ce qui compte là? Techniquement, on a vérifié que ça marche. Donc ça, il y a le bureau d'études qui a certifié. Donc, c'est du boulot pour Veritas, Socotec, etc. Qui vont filer leur tampon. Et puis après, on va présenter quelque chose. Si on est sur l'innovation, qu'est-ce qu'on va faire ressortir? C'est les points les plus innovants du bâtiment. S'il repose sur un seul poteau, c'est innovant, donc on mettra en valeur le bâtiment autour de son poteau. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais n'importe, ça dépend du projet, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est mettre en évidence et en valeur ce qui ressort de cette innovation. Alors, ça sera facile pour des bâtiments pour lesquels l'innovation sera dans la structure extérieure, etc. Quelque chose de visible. Peut-être plus difficile dans des choses... voilà. Et peut-être que la représentation, ça peut être une petite série de photos qui pourrait peut-être être proposée à des jurys de faire plusieurs photos successives, des choses comme ça. Du coup, est-ce que vous pensez que l'image, elle doit être adaptée et travaillée selon le destinataire ou l'usage qu'on en fait? Moi, je crois de toute façon que les images doivent être travaillées en fonction du destinataire. Alors ça, c'est comme un CV. Si vous faites un CV standard et que vous allez lancer à n'importe qui, vous aurez n'importe quelle réponse. C'est sûr. Un CV, c'est moi quand je vais me présenter dans une école, même si je suis attendu, on va voir mon CV, on va voir, etc. Je le fais en fonction de celui qui va recevoir mon CV. C'est toujours pareil. On est, nous, dans notre discussion, moi je projette une image vis-à-vis de vous, vous aussi vis-à-vis de moi. On la travaille comme on est, sinon je ne m'habillerais pas comme ça, je m'habillerais en clown si c'était mon métier. Enfin, c'est peut-être des fois pas loin, mais j'ai pas encore acheté le nez. Pas encore gros nez rouge, oui. Mais non, mais on projette quelque chose. Quand on conçoit, on projette quelque chose. On projette son idée. C'est ça qu'il faut sortir. Et du coup, c'est pas le message émis n'est pas forcément perçu de la même façon voilà. Pour tout le monde. Ouais. Et il n'est pas forcément perçu de la même manière. Donc, je crois qu'il faut les deux. Là, c'est une habile conjonction des deux. Est-ce que vous pensez que l'image elle a le même impact dans tous les concours? Par exemple, si c'est un concours avec énormément de participants, peut-être des centaines, ou un concours avec quelques dizaines de personnes? Moi, j'ai le souvenir de Dominique Wirtz, que vous connaissez, qui me dit un jour, il a un concours, il avait 647 projets qui avaient fait l'objet de la part de l'organisme qui organisait le concours, sans présélection préalable apparemment. Ils avaient fait une page par projet décrivant toutes les particularités, puis après, ils ont passé la succession des projets et vous ne le dites pas, Dominique. Et alors, il faisait partie du jury et donc 8 cadres de l'administration, 8 experts comme lui et projet numéro 1. Oui. 2. Non. 3. Non. Vous êtes 8 et 8, 16, donc 6 pour, allez hop, 6. 7 pour, d'accord? Puis là, 9 pour. Alors tu vois, si tu n'as pas une représentation qui témoigne de ce que peut attendre ton jury, etc., donc avec l'environnement qui va bien, c'est-à-dire que tu fais ton bâtiment, mais si c'est en bord de mer, tu vois peut-être la mer dans un coin, tu vois, si c'est pas en bord de mer, on ne pourra plus construire bientôt en bord de mer, sauf dans les espaces libres des cœurs de bourg, enfin des petits hameaux.
pour assurer la continuité du labo, mais pas en l'extension. Donc, si tu construis un bâtiment pour une activité sportive, bien sûr, ce qui compte, c'est le bâtiment et son rapport avec l'environnement. Par exemple, il peut être caché dans un repli d'une dune si c'est pour ranger les bateaux du club de voile, tu vois, un truc comme ça. Alors donc, en plus, il pourrait avoir une dérogation pour être à moins de 100 mètres de la plage, encore qu'on peut marcher 100 mètres en tirant un bateau, hein, c'est pas un problème non plus, mais même si c'est à 150 mètres, qu'on montre bien, qu'il s'inscrivent, etc. Moi, j'ai vu un petit musée pour Clémenceau là, qui s'est créé dans le cadre du geste toujours, parce que tu as des photos aussi des projets, qui s'est créé autour de la maison de Clémenceau qui était face à la mer, etc. Ils ont rajouté un musée qui a des conditions écologiques, etc. Qui est inspiré d'un des blocos qu'il y avait sur la plage, et qui, en fait, c'est deux grands bâtiments collés comme ça, mais qui donnent l'impression d'être en blocos parce qu'ils doivent aussi, ils sont en PPRI, et donc ils doivent résister à certaines tempêtes aussi. Donc c'est des vrais blocos structurels pour s'il y a une tempête. Il peut même être inondé, il peut être étanchéifié avec une porte à 2 mètres. Donc, si tu veux, la représentation, là, c'est majeur. Donc, il faut que tu te situes, tu visites le musée, parce que l'idée, c'est à l'objectif, quand même. L'objectif, c'est créer un musée inspirant, en rapport avec la maison de Clémenceau. Et de l'autre côté, tu as des grandes fenêtres qui donnent sur la maison de Clémenceau. Donc, il fait digue à lui tout seul. Protection. Ouais. Et du coup, si c'est un gros concours, peut-être que certains éléments seront moins regardés et qu'on passera plus sur l'image. Oui, parce que je pense que si tu veux, les 8 experts qui sont désignés pour dans ce jury-là, ils n'ont pas pu. Ils ont moins de temps, donc ils ont lu la synthèse faite par le maître d'ouvrage. Lui, il a traité techniquement, ça il sait faire. Et après, il va peut-être donner 2-3 idées de perception, mais c'est l'image qui va sortir. Est-ce que vous vous souvenez personnellement d'une image de synthèse qui a particulièrement soit marché, soit vraiment raté, et pourquoi selon vous? Quand elles sont trop complexes. Quand elles sont trop complexes. Moi, je pense que l'image de synthèse, c'est, tu vois, on dit toujours une page, une idée. Un document, une idée. Ouais. Donc, à mon avis, c'est si tu multiplies les idées, tu fais gadget. Donc, tous les projets, faut les tirer par une idée forte. Tu vois, qu'on dit de la protection autour de la tour Eiffel, là, avec les vides par balle, là. Tiens, c'est le mur de verre, voilà. Ça, c'est la représentation, c'est un mur de verre. Après, qu'il y a des jolis, que la grille soit joliment dessinée à l'articulation des panneaux, ça, c'est un sujet. Mais bon, on s'en fout un peu dans la perception, parce que la perception, c'est quand même le rapport entre la tour Eiffel et ce mur. C'est pas facile à vendre. Donc, je sais pas si ça fait l'objet d'un concours. Mais si tu veux, on verra celui de la tour Eiffel que nous on avait présenté, mais sauf qu'on a présenté la constitution de l'équipe. Alors c'est pas, on n'a rien donné comme image, sauf qu'on a fait une présélection d'images de projets, nous, qui témoignaient de, par exemple, Raph, qui était notre associé avec Dominique,
il avait présenté, il avait été lauréat du concours, d'un concours sur un monument aux morts au bout de l'avenue de Breteuil face aux Invalides. Donc il était lauréat, donc il a pu mettre dans le dossier de référence qu'il avait été lauréat. Et puis il avait mis le schéma d'intention où il avait mis les lignes de vue qu'il avait du dôme des Invalides jusqu'au monument, et la perception des gens qui arrivaient, du monument, du dôme derrière, etc. Donc ça c'était son ossature, et donc il avait ça et la représentation du monument lui-même. Donc c'est tout ce qu'on a mis comme dossier. Et on avait droit à 3 images en tout pour 15 personnes. Et l'autre, c'était la CMH qui avait travaillé pour Godin, parce qu'on était obligé d'avoir un CMH dans notre équipe aussi. Donc, ouais, c'était plus que pluridisciplinaire. On avait un architecte urbaniste, moi plutôt espace public, et puis la CNH, plus le programmiste, plus etc. Donc on arrivait à 15. Alors, dernière petite question. Quels sont selon vous les éléments clés d'une image de synthèse? Vous n'avez rien pris en fait? Vous voulez pas un café? Ah non, c'est bon, je sors du repas. Quels sont selon vous les éléments clés d'une image de synthèse réussie? Est-ce qu'il y a des codes peut-être à respecter pour une bonne image? Alors là, j'ai pas d'idée. Non, Bon, non, pour moi, c'est... On pourrait même l'avoir en noir et blanc si ce qui ressort, c'est... Je pense pas qu'il y ait de règles. Vous m'avez déjà dit, il ne faut pas que là-dessus. ça soit trop complexe en fait. Ouais, Ça. non, il faut que l'idée apparaisse tout de suite et qu'elle soit bien sûr dans son cadre, dans son environnement. Mais après, les trucs peints en verre de partout avec des arbres partout, il n'y a qu'à regarder. Réinventer Paris, il y en avait. Oui, il y avait tout ça. Moi, j'ai visité, vous aussi, peut-être le pavillon de l'Arsenal. Là, L'exposition, il y avait- oui, avec l'exposition. même le. Il y avait les planches. Qu'est-ce que les gens regardaient quoi sur les planches? Ils regardaient le dessin, le plan. Il y avait un plan. Il y avait une perspective, mais en fait, là, les gens regardaient le plan parce que le plan, c'était près de chez eux. Et donc, ils connaissaient aussi. Donc, ils regardaient les plans. Ah oui, nous, j'habite là, regarde. Voilà. C'est ça qu'ils regardaient. Mais bon, eux, ils n'étaient pas dans le jury. Et sinon, dans le jury, oui, bah, c'était... Ils avaient fait pas mal, en tout cas, entre les plans, puisque vous m'avez posé la question, j'ai pas vraiment répondu, mais entre les plans et les coupes ou les façades, les gens, ils vont regarder les façades et les coupes, pas les plans. Non, et oui, ils regardent ce qu'ils vont voir dans la vie de tous les jours. Oui, La façade. bah, oui, on est sur l'usage, hein, sur le... Voilà. Bon, ça vous on est éclaire arrivé. ou ça vous Oui, éclaire c'est très pas? bien. Bon. On arrive à terme. Merci beaucoup en tout cas. Et donc vous allez faire